Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici sur les chaînes Carac pour votre rendez-vous hebdomadaire à la rencontre des acteurs de l'économie romande. Bonjour Frédéric. Bonjour Ludovic. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, merci. Qui donc allons-nous rencontrer? Et on reçoit cette semaine le dirigeant d'une de ces pépites qui font la force de l'industrie suisse. Pépite parce que petite entreprise qui porte encore le nom des fondateurs, ultra spécialisés, fournisseurs de grandes marques dans l'horlogerie, le médical notamment, mais inconnus du grand public, il faut bien le dire, c'est leur secret aussi, bien gardé. L'entreprise est genevoise, fondée il y a plus de 100 ans, mais elle passe tranquillement à l'ère du numérique en bonne partie grâce au directeur actuel en poste depuis une dizaine d'années. L'entreprise s'appelle Eskenazi et son patron Livio Elia, que nous recevons maintenant. Livio Elia, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour B2B. Vous allez bien? Très bien, merci de l'invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir, notamment pour parler de l'entreprise Eskenazi, comme on l'a annoncé, mais pour la tradition, comme toujours dans cette émission, on souhaiterait commencer par un portrait plutôt personnel, si vous l'acceptez. Bien évidemment. Vous êtes diplômé en ingénierie mécanique à l'École Polytechnico de Turin en 1987, avec spécialisation en robotique et biomécanique. Je le dis parce qu'on verra tout à l'heure que c'est quelque chose qui est resté finalement. Parmi les 30 plus prestigieuses universités au monde dans les domaines de l'informatique et des technologies de l'information, cette université. Et dans l'ingénierie automobile, parmi le top 5 mondial, forcément à Turin, il se passe des choses dans le domaine automobile. Mais avant d'arriver à l'université, à l'Uni, comment s'est passée votre scolarité? Est-ce que vous avez toujours été un bon élève? Qui étiez-vous petit? Oui, j'avais une certaine facilité dans les études et donc ça s'est plutôt bien passé. Mon objectif principal, c'était à l'époque en Italie, on avait 4 mois de vacances, de juin à fin septembre, et plutôt début octobre même. Et donc, mon objectif, c'est de ne pas en être renvoyé en septembre pour avoir des matières pour bien passer une bonne été. Donc, oui, ça s'est très, très bien passé. Oui. Enfin, facile. Vous avez toujours été un bon élève, donc. Oui. Et le Polytechnico, c'était un objectif ou c'était un rêve? Est-ce que vous aviez déjà une volonté, une velléité, un désir professionnel qui vous animait? Écoutez, j'ai toujours pensé qu'on pouvait faciliter la vie au quotidien au travers de technologies. Et enfin, je ne le savais pas sous cette forme-là, mais c'est ce qui m'a un peu animé à prendre cette direction. Ouais, pour être franc avec vous, j'avais commencé le lycée en Italie. À l'époque, vous aviez l'opportunité entre un lycée scientifique, où il y avait un peu plus de maths, et moi j'avais pris l'option plutôt lycée classique, où il y avait le grec ancien, le latin. Donc ça fait un peu un grand écart. Mais oui, je pensais que effectivement les technologies pouvaient nous aider au quotidien. Voilà. Oui. Et c'est pour ça que je visais plutôt une spécialisation en robotique et puis dans la biomécanique, c'était quelque chose qu'on commençait à imaginer que les choses étaient possibles. Mais c'est ce qui m'a un peu inspiré, oui. Biomécanique, ça veut dire pas l'automobile, parce que Turin, c'est évidemment la ville de Fiat. Et donc, quand on fait le Polytechnico, ça doit être tout tracé pour aller rejoindre l'usine d'automobile. Vous avez tout à fait raison, d'autant plus que mon père était dirigeant chez Fiat et il n'a pas bien aimé. Mais moi, les voitures, je les concevais plutôt, et encore aujourd'hui d'ailleurs, pour être plutôt du côté du volant plutôt que derrière. À l'époque, il y avait le technigraphe, tu sais, pour tracer des planchers. Donc, je suis plutôt utilisateur de voitures. Et c'est pour ça que peut-être il y a eu... mais je visais plus ce concept de redonner... à l'époque, on avait commencé à parler de ça, redonner aux humains la possibilité aussi, ceux qui étaient touchés par certains handicaps ou maladies, de récupérer une certaine... mobilité, une certaine dignité. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, ça a effectivement débordé sur l'industrie. Voilà.
Ensuite, à quoi vous êtes allé, si je ne m'abuse, à Londres pour la London Business School. Oui. Comment s'est passée cette envie? Vous aviez déjà l'envie de diriger une entreprise? C'est l'influence de votre père, peut-être? Oui, enfin, c'était plusieurs choses qui ont convergé. En fait, à l'époque, je travaillais pour une société. Je vais déjà assez rapidement pris une responsabilité internationale, donc je vivais un peu dans les avions. Et on m'a confié la responsabilité de plusieurs entreprises un peu dans le monde. Et je trouvais que Polytechnico de Turin était très bien pour la partie, je dirais, ingénierie, mais pour tout ce qui était finance et gestion, etc., la London Business School c'était un point important. Et ça m'a permis de rajouter ce volet financier que je n'avais pas trop développé jusqu'à ce moment-là. Et des entreprises que vous gériez à ce moment-là, c'était dans quel domaine? Toujours dans la mécanique. Hein. Ouais, on fabriquait tout type de roulement. Le SKF est connu pour les roulements. SKF, d'accord. Et voilà, donc c'était un peu Asie, Europe, aux États-Unis, voilà. Alors on entend évidemment qu'il y a l'anglais, l'italien puisque vous y aidez, et le français, il vous vient d'où? Mais c'est toujours pareil, parce que en fait, quand j'ai fini le Polytechnique de Turin, j'étais coopté pour travailler à Turin, chez une marque que vous connaissez très bien. Et à ce moment-là, moi, j'avais envie de voir un peu comment le monde fonctionnait. Je commençais à voyager grâce... j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui était voyageur, qui m'a embarqué tout de suite. Et donc, je commençais comme ça à vouloir voir comment les autres fonctionnaient, comment ils pensaient, comment ils vivaient. Et ces différences culturelles m'ont toujours passionné. Alors, vous le disiez, hein, donc c'est votre grand-père qui vous a un peu donné ce virus du voyage et du départ. Pourtant, donc le groupe SKF pour lequel vous avez travaillé durant 8 ans, il était situé dans le centre de la France, si je ne m'abuse. J'ai travaillé pour une société qui appartient au groupe SKF, qui est, dans le centre de la France. Mais ça, c'était un peu, je dirais, à l'époque, quand je faisais ça, il fallait faire ses preuves, hein, comme aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment sur le terrain. Et donc, j'ai en fait pris la direction de la société où j'ai été formé. J'ai fait 3 ans en recherche et développement. Et puis, je dirais, 7-8 ans après, on m'a demandé si je voulais prendre la direction de cette même société. Ce qui m'a permis de commencer à me confronter au challenge de la direction générale. Un peu plus tard, vous avez travaillé donc pour le groupe Tivoli. Alors, après tout ça, le dernier travail que je fais pour le groupe SKF, c'était dans l'automobile. Et là, c'était un vrai challenge. Et puis, je connaissais effectivement la famille Tivoli et ils m'ont proposé de reprendre la direction du groupe. Finalement, les voitures vous ont rattrapé, quoi. Oui, voilà. Je suis jamais bien tombé loin de l'arbre. Enfin, les roulements, vous savez, c'est un des pièces avec le moteur, mais c'est la pièce maîtresse des voitures. Il y a beaucoup de roulements dans une voiture. Et sans ça, elle ne pourrait pas fonctionner. Donc, j'étais un peu toujours dans ce domaine. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était cette expérience humaine, voir beaucoup de gens, des mentalités différentes, faire en sorte que tout ce système puisse fonctionner avec une certaine harmonie et puis une efficacité. Comment est-ce que vous aimeriez ou que vous pourriez résumer un peu ces années dans ces autres entreprises, de cette expérience? Est-ce qu'il y a beaucoup d'apprentissage? Est-ce que vous faites finalement toujours la même chose? Comment est-ce que vous voyez ça? Non, je fais jamais la même chose. En fait, moi, j'ai toujours pris ça un peu comme un challenge. La vie est trop courte pour pas s'amuser. Alors, je sais pas si amuser, c'est le bon terme, mais c'est sûr prendre de plaisir. Et quelque part, j'essayais aussi de partager ce sentiment avec mes coéquipiers. Et donc, je peux résumer, si je dois trouver un mot, peut-être pas un mot, mais une phrase, c'est effectivement j'ai toujours essayé de travailler avec les gens. Et indépendamment du challenge, indépendamment des choses qui soient au travail, mais même à l'extérieur,
et essayer de faire des choses ensemble plutôt réussies et où tout le monde trouve à peu près son compte. Dans le cadre des industries genevoises, en tout cas, vous travaillez aussi avec d'autres, puisque vous êtes ici le président de l'UIG, l'Union industrielle de Genève. Oui. C'est un engagement qui est important pour vous. Comment on devient président de cette association? À un moment donné, quelqu'un vous le propose, et voilà que c'est fait. Comme je répète, je pense qu'on a des choses à raconter, la vie est courte, et à ma modeste niveau, j'essaie d'apporter quelque chose. Et donc, l'industrie genevoise, moi, je suis impressionné parce que il y a beaucoup de pépites. C'est une intelligence feutrée. Hein, ça ne se met pas trop en avance. Mais on a beaucoup de choses où on excelle. Et donc, c'était une motivation aussi, essayer de trouver une manière de faire coopérer un peu tous ces gens autour d'un projet, quoi. Voilà. C'est le but aussi de défendre la profession, de la rendre plus attractive. On entend aussi souvent les industriels dire on manque de place pour grandir, il n'y a pas assez d'espace dans le canton. C'est un des exemples, un des combats que vous menez? Alors, un combat, je ne sais pas, mais c'est des instances qu'on porte, oui. L'idée, c'est effectivement d'avoir... l'industrie genevoise représente 16% aujourd'hui du PIB. Et que 3-4% selon les calculs de surface. Hein. Et donc, il y a effectivement des opportunités à explorer. Et donc, d'ailleurs, j'en reviens de l'UIG, où on a abordé justement ce type de concept et on essaye de fédérer même les autres je dirais instances, l'État de Genève bien évidemment, mais la CCIG, l'OPI, l'UAPG, voilà, la Chambre de commerce, l'OPI, l'Organisation pour la promotion de l'industrie, et puis aussi l'Union patronale, l'Union des associations patronales de Genève. Enfin, il y a des choses à faire. Et pour aller un peu tous dans la même direction. Genève, c'est un peu votre fief, j'ai envie de dire. Vous y travaillez, vous le défendez, mais pourtant, si je ne m'abuse, vous vivez à Chambéry. Oui. Vous savez, l'histoire va... Enfin, c'est pas trop choquant parce que je suis né à Turin, oui. Je vis à Chambéry et je travaille à Carouge. Et ça faisait un peu partie de royaume de Piémont et Sardaigne. Ouais. Donc, en fait, je suis toujours un peu... Enfin, chez moi, un peu partout. Après, je savais, comme je vous ai dit, j'ai commencé à voyager assez tôt. Et je me suis toujours un peu considéré comme un citoyen un peu du monde. Donc, le fait de me retrouver autour de ces montagnes et ces lacs, c'est un peu maison. Alors justement, aujourd'hui, pour terminer, dans ce portrait un peu de citoyen du monde, vivant à Genève, et dans une époque où, évidemment, avec l'actualité, on en parle tous les jours, nous sommes assujettis à des changements importants, tant au niveau du climat que de l'environnement. Quel est le message, qu'est-ce qui vous semble important de faire passer aux jeunes générations, pour vous qui avez 2 enfants, dont un qui travaille avec vous, qu'est-ce qui vous inspire? Quel est le défi de l'avenir, selon vous? Vous savez, parmi les autres choses, j'aime aussi faire de la voile. Aujourd'hui, je pense que le meilleur message, c'est de dire on a un cap, on sait où on veut aller, mais quand vous êtes à la voile, vous ne savez pas comment vous y arrivez. Donc, il faut bien rester ancré, avoir un bateau bien réglé, concret, efficace, et continuer, parce que, bon, le monde... Vous savez, on vit de plus en plus dans des systèmes binaires. Hein. Il y a une annonce, et puis il y a une réaction immédiate. Et puis le jour après, il y a une autre annonce, une autre réaction immédiate. Je pense qu'il faut bien évidemment s'adapter, mais avoir un projet long terme, savoir ce qu'on veut et y croire. Et puis prendre les vents quand ils viennent. Alors, c'est facile à dire, c'est de loin difficile à le faire. On préférait vraiment avoir des années et des mois Excel. Hein, c'est-à-dire, il faut vous tirer votre ligne et puis c'est bon. Mais je n'ai jamais vraiment connu. Malgré qu'on entend toujours dire « ouais, l'année prochaine, ça ira mieux, ça ira mieux ». Je n'ai jamais connu. Donc, je pense que c'est la règle. Et la règle, c'est de dire « bon, voilà, on va faire notre route ». On se donne des objectifs. Les objectifs, dans notre cas, c'est des objectifs bien évidemment d'efficacité, mais c'est aussi des objectifs humains et de
de faire un bout de route avec des gens qui voient bien pour, comme je vous dis au départ, essayer d'améliorer le quotidien à travers les technologies. Eh bien, la transition est toute faite pour savoir davantage grâce au portrait de l'entreprise. C'est maintenant. Eskenazi, c'est donc une entreprise familiale fondée en 1916. Sa spécialité, ce sont les outils de coupe pour la mécanique de précision. J'ai évoqué l'horlogerie, la bijouterie évidemment, mais il y a aussi l'automobile, le médical ou encore la connectique. Et il s'agit de faire donc des outils qui sont pour des pièces toutes petites. C'est ce qu'on appelle la micromécanique. Sur un exemple de produit qu'on utilise peut-être sans savoir que derrière, c'est grâce à Eskenazi. Alors, grâce à Eskenazi, peut-être, c'est certainement à toute l'industrie qui fabrique des objets similaires, mais derrière chaque montre, chaque bijou, chaque appareil médical, peut y avoir aussi de la connectique, il peut y avoir effectivement un travail fait avec nos outils. Sans qu'on le sache, la société est basée à Carouge. Vous êtes arrivé fin 2015. C'était l'année des 100 ans de la société. C'était un hasard ou bien ça coïncidait avec un changement dans la famille qui est toujours au capital de l'entreprise? En fait, moi je représente un peu la 5e génération et mon fils la 6e. Et Marc, à l'époque, Marc Eskenazi, qui est le 4e de la famille, 4e génération de la famille, souhaitait reprendre les études et il s'était engagé jusqu'aux 100 ans de l'entreprise. Et donc, ça s'est fait à ce moment-là. Voilà. Donc, vous faites la transition, en fait, pour voilà, l'entreprise continue. Votre fils, Edoardo, lui, il est entré notamment pour diriger la recherche et développement. Oui. Aujourd'hui, il a plus que ce rôle-là. Il est un associé pour vous. C'est presque une nouvelle entreprise familiale avec vous deux. Ah oui, c'est dans la continuité. On se connaît, avec les deux familles se connaissent très bien depuis très longtemps. Donc, vous les avez rencontrés comment? Pareil, c'est date de très longtemps et dans les affaires. Et puis on s'est apprécié et puis on a continué le chemin ensemble. Voilà. Donc, mais ça fait 20 ans maintenant. Donc, bien avant d'arriver, donc. Ouais. Et puis oui, ça fait longtemps. L'entreprise est donc assez historique, mais elle donne très très peu de chiffres. C'est votre marque de fabrique. Vous avez une quarantaine d'employés, c'est ça? Oui, exact. On ne sait pas le montant de votre chiffre d'affaires, par exemple, mais cette année, une année qui est difficile pour l'horlogerie, notamment, ça se passe comment pour vous? Écoutez, pour l'instant, je croise les doigts, mais ça plutôt correct. C'est surtout lié à un certain nombre d'innovations qu'on a apportées. Et notamment, Eduardo a participé dès le départ. Lui, aujourd'hui, il est responsable un peu de toute la partie, je dirais, de développement de business. Hein. Donc, ça inclut la recherche-développement, mais la recherche-développement se base beaucoup sur le numérique. Les machines dont il s'occupe, c'est pratiquement des vidéojeux. On y reviendra. Voilà. Et donc, c'est en fait, on a inventé quelque chose que j'avais appris dans d'autres postes. Ouais, c'était la vente par Internet. Et ça, on a commencé en 2017. Et quand on a proposé ça dans un milieu de niche très traditionnel, ils nous regardaient un peu bizarrement, comme si on était bizarre. Et aujourd'hui, ça représente à peu près un nombre de 50% de nos commandes. Non. Donc, ce qu'on a fait, on a automatisé l'ingénierie d'application. Quand un client a besoin de développer un projet, il peut faire ses calculs en ligne déjà, via quelques clics. Voilà. Et il peut identifier des outils, il peut consulter le stock, il a accès au stock est mis à jour. Donc il sait combien de temps il doit attendre nous, on essaye de faire en sorte que le stock soit disponible tout le temps. Alors peut-être pas dans les quantités qu'il le souhaite, mais tous les items, tous les produits sont disponibles en stock. Grâce à nouveau à des technologies de planification et de définition des besoins qu'on a développées en interne. Et cela nous permet, même dans des périodes un peu compliquées comme celui qu'on vit, de
chaque jour avancer. Voilà. Là, c'est de la micromécanique. On entend que ça s'adresse un peu. Alors, c'est un marché de niche, bien sûr, mais c'est un peu grand public, mainstream, l'offre que vous proposez là. Mais comme les chiffres sont secrets, je me permets de vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas aussi des collaborations un peu stratégiques liées à la défense, l'armement, de la micromécanique? Est-ce que ce sont des secteurs qui vous intéressent, avec lesquels vous collaborez déjà? Alors, bien évidemment, les outils peuvent être utilisés dans tous les secteurs. Donc, nous, pour l'instant, on a quelques applications dans ce domaine de la défense, mais principalement, on est plutôt dans tout ce qui est joaillerie, horlogerie, médicale, connectivité, etc. Ça, c'est tous des secteurs qui sont en train de vraiment progresser dans des matériaux très compliqués de plus en plus. Et du coup, tout ce travail de fond qui avait été fait, en fait, moi, quand je suis arrivé en 2016, la question qu'on se posait avec la famille, c'était comment essayer de fêter encore 100 ans. Voilà, c'était... Voilà. Et on espère pouvoir le faire. Vous recevrez encore. Mais... à l'époque, la solution qui nous a paru fondamentale, c'était s'orienter vers la numérisation. Et c'est tout de là qui a commencé. Après, on développe toutes sortes de projets, adaptation d'outils, etc. Donc, effectivement, il y a aussi des utilisations, des applications plutôt dans la défense. Si, par exemple, c'est un grand sujet parce qu'il faut pouvoir exporter ce matériel après. Oui. Et on sait qu'il y a beaucoup de restrictions en Suisse en raison de la neutralité du pays. Mais vous, en tant qu'industriel, vous aimeriez que ce soit plus simple d'exporter ce matériel. Ce serait l'occasion de participer au grand marché de la défense qui s'ouvre en ce moment en Europe en raison de la guerre en Ukraine? Bien évidemment, les opportunités, c'est toujours, sont toujours à évaluer. Que je sache aujourd'hui, Trump considère que nous faisons partie de l'Europe, mais l'Europe considère qu'on ne fait pas partie de l'Europe. Ce qui fait qu'on est un peu exclu de tous ces marchés. Pas dans l'Union européenne. Comment ? On n'est pas dans l'Union européenne. Non, mais on n'est pas censé faire partie de... Enfin, avoir accès à ces appels d'offres. Après, vous savez, les questions se posent toujours quant à la fabrication des armes. Est-ce que... Donc, que je sache, moi, personnellement, actuellement, on n'est pas dans des programmes. Et comme je vous dis, si je dois regarder dans quel secteur je préférerais me développer, c'est plutôt d'autres secteurs. Tout ce qui est connectivité, on est en train de développer pas mal grâce au fait que nos outils sont particulièrement précis, qu'on a développé des innovations dédiées aussi à ce qu'on a la lubrification. Donc on a travaillé sur des projets inno-suisses et ça c'est vraiment génial avec des instances, avec l'EPIA, avec l'Université de Genève, etc. On a pu mettre sur le marché ou proposer à nos clients des outils qui sont beaucoup plus efficaces. Et avec un discret succès. Et après, est-ce que ces outils sont utilisés aussi pour d'autres usages? Ça, à ce jour, je ne suis pas forcément au courant. On va revenir dans un instant à la technologie, l'intelligence artificielle que vous utilisez. Mais juste avant, une question sur le salon EPHJ, le grand salon des professionnels de l'horlogerie, la joaillerie et plus généralement des métiers de la haute précision. Il s'ouvre, on va dire, le lendemain de l'enregistrement de cette émission. Il s'ouvre à Genève, c'est un grand rendez-vous incontournable. Vous y serez évidemment. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon cette année, alors qu'on est aussi en pleine guerre commerciale? Alors, le PHJ, c'est le rendez-vous historique de la société. Et que je sache, la société a toujours participé au salon. Donc, pour nous, c'est juste une tradition qui continue. Et on est très content. Pour vous, c'est on y signe des commandes ou on voit des concurrents disons que... Enfin... On connaît plutôt, je ne dirais pas, mais on connaît déjà pas mal de gens sur une société qui l'année prochaine va fêter 110 ans. C'est plutôt un moment de partage, de voir des gens tous ensemble et discuter sur les challenges, ce qui les préoccupe à l'instant T, mais aussi quels sont les programmes, les projets. Et
c'est une vitrine. Une vitrine, on peut rencontrer beaucoup plus de gens qu'on a l'habitude de rencontrer, puisque bon, les vendeurs, ou même moi-même, que je vais voir les clients, je vois un nombre restreint de personnes. Là, on peut vraiment rencontrer... un réseautage de voilà. qualité. Et puis, par contre, dans notre secteur, tous les fabricants de machines, tous les fabricants d'instruments, les instruments de mesure, même les fabricants aussi d'objets finis, il y a nos clients aussi. Donc, il y a nos fournisseurs, nos clients, les machines. Nous, je pense que vous avez pu remarquer, mais on a fait partie d'un projet qui s'appelle la fabrique circulaire, et on a voulu... on va y arriver. Et donc, on essaye de fédérer autour de nous toutes ces entreprises qui, comme je dis au début, ont vraiment... C'est des pépites, ont vraiment des choses à raconter. Un mot sur l'intelligence artificielle. En 2023, vous avez donné une conférence à la FAIR Genève sur votre expérience de l'IA chez Eskenazi, mais entre des machines spécialisées dans la coupe et l'IA, quel est le rapport? Aujourd'hui, l'IA, déjà, je vais être un peu critique, mais vous savez, l'intelligence artificielle, c'est un mot qui a été inventé en 1957 par un monsieur qui s'appelait John McCarthy, qui n'est pas Paul McCartney, qui a, avec un groupe informaticiens de l'époque, inventé ce nom. Voilà. Alors chez vous, comment ça se traduit? Alors chez nous, après, en fait, la limite était la capacité de calcul, comme pour les robots. La limite était la capacité de créer des matrices de transfert pour imaginer comment attraper quelque chose dans l'espace. Ça, c'était la limite des robots. L'intelligence artificielle, telle qu'on la connaît aujourd'hui, vient du fait que, grâce à l'immense capacité de calcul qu'on a aujourd'hui à disposition, on peut s'inventer des choses. Et pourquoi c'est arrivé chez nous? C'est arrivé chez nous comme ça arrive chez tout le monde. Pourquoi? Parce que on peut faciliter des tâches, on peut déléguer un certain nombre de tâches qui sont répétitives, barbatives et peut-être même pas très intéressantes, à des technologies, style l'intelligence artificielle, en lui apprenant à prendre des décisions. Notamment le contrôle final des pièces. On leur a appris quelles sont les pièces bien bonnes et quelles sont les pièces qui ne le sont pas. Et donc le système scanne les pièces sur les palettes et il nous dit, comme la bataille navale, il dit attention, en position B11, c'est pas bon, donc il faut vérifier. Voilà comment ça marche. Après, on peut aller plus loin. Mon dream, c'est un jour de dialoguer avec les machines. Aujourd'hui, les machines, on les utilise comme des machines, mais les machines sont vivantes différemment. Elles ne sont pas humaines, mais c'est des fils, c'est des moteurs, c'est des rails, c'est des glissières. D'un dialogue, d'un échange avec un humanoïde. Et voilà, donc on a déjà un robot humanoïde à qui on échange un peu, mais l'idée, ça serait que les machines nous anticipent les pannes. C'est-à-dire que quand ils commencent, par exemple, à avoir un moteur qui consomme un peu trop, vous le dites spontanément, qui commence à nous dire, qu'on arrive à détecter ça et le faire traduire en disant attention, je consomme un peu trop. Voilà, c'est comme quand vous avez mal en genou, vous arrêtez et vous dites dans 10 ans. On espère pour demain, mais ça, c'est pas si simple que ça parce qu'il y a beaucoup de caps à franchir. Il y a des choses qui n'ont pas été conçues pour ça. Et ça, il faut peut-être revoir la conception pour pouvoir effectivement dialoguer. Donc voilà pourquoi. Après, comme tout le monde... Voilà, on va juste terminer par une dernière question sur la durabilité, un thème cher aussi à Ludovic, concernant Eskenazi. On se demandait si vous aviez fait votre bilan carbone. Oui. Quelle est la quantité de CO2 que vous prenez? Alors, la quantité de CO2, il faudrait que je consulte les papiers. En fait, l'idée, c'était, quand on a commencé à travailler avec la fabrique circulaire, c'était effectivement l'idée de faire ce fameux bilan carbone. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est déjà quelque chose de difficilement compréhensible. Quand on nous dit que vous fabriquez des tonnes de CO2, on ne sait même pas ce que c'est. Par contre, des comparaisons, c'est possible. Et surtout se rapporter à les consommations moyennes, par exemple. Et alors là, ça parle. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était ça, c'est de savoir à quel point on était polluant. Sur Carouge, par exemple. Et le bilan carbone nous a dit que nous représentons 88% d'un Genevois moyen.
Donc chaque collaborateur produit 88% de la génération moyenne. Zéro émission nette à l'horizon 2050, c'est votre objectif? Alors, les émissions nettes, et c'est ce que j'ai un peu l'habitude de dire, ça c'est, la décarbonation, c'est une affaire de tout le monde. Et il faut impliquer les clients et les fournisseurs. C'est toute une chaîne, parce que vous pouvez tenter de faire bien pour vous. Nous, par exemple, on récupère déjà à 100% l'acier. Les outils de coupe, c'est des objets de consommation. Et quand ils sont consommés, ils sont inutilisables. Donc nous, on propose à nos clients de les récupérer. On les rachète au poids et on les réinjecte dans la filière qui remet, qu'on casse et remet sous forme de poudre et qui revend. En un mot, on doit malheureusement conclure, mais est-ce que vous serez zéro émission nette en 2050? Alors, nous, au niveau individuel, on est déjà proche des zéro émission, ce qui est... Net, oui, bien sûr. Et on a travaillé avec les CIG, avec l'Eco21, on a eu un prix aussi dans les CIG. On travaille sur le plastique, on essaye de récupérer tout 100% de plastique. Donc si vous êtes prêt aujourd'hui en 2050, ce sera... Disons que après c'est une question d'aller gratter vraiment les derniers pourcents, mais pour ça on a besoin que tout le monde avance, parce que par exemple une des grosses contribution en CO2, ça vient de la fabrication de nos ébauches, celle de carbure. Et le carbure, effectivement, c'est encore un concept qui utilise pas mal d'énergie et donc de carbone. Mais en interne, on a lancé un produit qui pourrait être lubrifié à la CO2, notamment, avec du gaz, ce qui permettrait d'éliminer l'huile des machines. Et donc, on aimerait bien. On vous donne rendez-vous pour les 200 ans de l'entreprise. D'ici là, normalement, tout le monde sera zéro carbone. Du moins, on l'espère. Oui. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Ludovic. Avant de nous quitter, Livio et Elian, on vous propose de passer à l'exercice du questionnaire de Proust. Vous allez voir, c'est de la haute précision également. OK. Quelle devise vous répétez-vous chaque jour? Il faut trouver du temps pour avoir du temps. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui crée son entreprise? Être curieux. La curiosité, c'est la base de tout. Après, le reste, y avoir l'attitude vis-à-vis des autres, parce que c'est avec des coéquipiers qu'on fait de la route. Tout le reste, on peut apprendre. Quelle chanson vous motive le plus? Pourriez-vous nous la chanter? C'est volare, oh oh. Oh oh oh.